moi je sais que je suis mort, c'est que moi je suis mort en guerre. Mal, je n'ai plus mal. Si vous dites qu'il est blacklisté, comment ça se fait que l'UFC lui propose encore la ceinture à Londres? Et il a un message. J'ai vu ma best life. Et ben c'est parti. Bonjour Fernand, première interview sur le sol français, territoire français et en français, depuis quasiment un an. Là, tu avais rompu le silence médiatique avec une interview accordée à MMA Junkie. Et là, l'idée, c'est vraiment de refaire cette dernière année, on va dire, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour Ares, pour le Factory, pour Cyril, pour toi aussi. Et tout commence par justement le PFL, Jordan Zebo, Cédric Doumbé. Et là, il y a la bombe lâchée par Cédric Doumbé, où en gros, il lâche des faits pour lesquels tu as été condamné il y a quelques années. La première question, c'est est-ce que, sachant ce qu'il y avait eu, tu te disais, il y a forcément un moment, ça allait péter? Absolument. Absolument. Je me doutais que un jour ça allait arriver. Comme ça, parce que c'est le principe même de la vie, c'est que tu es un homme, si tu es médiatique, il y a un moment donné, ton passé ou ce que tu as pu faire comme erreur va surgir. Si tu n'es pas médiatique et que tu rases les murs et que tu restes en dessous des radars, tout va bien se passer, il n'y aura aucun souci. Et effectivement, c'était ce jour-là. Mais c'était pas visible. C'était prévisible. Ah oui, c'est exactement, c'est ce qu'on dit, c'est que ça allait arriver. Là, quand il y a ce moment-là, justement, et Cédric Doumbé qui lâche ça, est-ce que tu t'attends à ce qui va se passer ensuite, on va dire la déferlante, mais il y a eu en vrai un avant-après dans le microcosme du MMA français, et même toi peut-être dans ta vie professionnelle ou pas, par rapport à cette date-là? Oui, il y a eu pas mal de petits changements. Je m'y attendais. Je ne m'attendais pas à cette grosse vague qu'il y a eu. Parce qu'en réalité, le temps passe, il y a eu des faits, il y a eu, la justice est passée par là, et en général, tu te dis quand la justice est passée, c'est passé. Parce que la justice, c'est le max. Il n'y a rien qui puisse juger mieux que la justice. Mais il se trouve que moralement et sociétalement, ça reste une épée de Damoclès sur ta tête pendant longtemps. Et donc, tu sais qu'en fait, il y a des personnes qui t'en veulent et qui se disent, dès qu'on a l'occasion de pouvoir placer ça pour réduire sa vitesse de croisière, ça va être intéressant. Et tu te vois monter, et tu montes, et tu montes, et tu te dis, il y a un moment, il y aura un croisement quelque part. Il y a un moment où ça monte trop vite, et tu te dis, il y a un moment où on va essayer de me stopper avec cette histoire. Et donc, bon, voilà. Il y a eu des mouvements, il y a eu, mine de rien, beaucoup de personnes qui avaient du recul, beaucoup d'intelligence et des partenaires, des sponsors, des partenaires qui disaient, bon, il n'y a aucun souci, nous, on connaissait déjà ce qui s'était passé, tu nous en avais un peu parlé, tu avais prévenu, et puis tu as payé ta dette à la société, et bon, on avance. Et puis il y avait des partenaires qui étaient plus frileux et qui disaient, bon, techniquement, on arrive à la fin de notre contrat, on ne va pas renouveler, on arrête là. Et puis il y avait même des partenaires bienveillants qui étaient au milieu des deux, qui disaient, on va stopper ton travail et la visibilité que tu nous donnes, mais on va maintenir quand même un peu de revenus jusqu'à la fin du contrat, de façon à ce que ça ne te pénalise pas beaucoup. Mais oui, il y a eu un vrai ralentissement au niveau professionnel. Et puis, sportivement parlant, il y a aussi des athlètes beaucoup moins courageux qui se disent peut-être que je vais pas, c'est ma carrière, quoi. Et peut-être que le bateau va couler pour de vrai, ça va aller au fond. Et donc, vaut mieux que je saute du bateau maintenant avant que ça se complique. Et puis, il y a des athlètes très courageux qui sont capables de capter que c'est des événements qui ce sont
ce sont des événements qui peuvent arriver, des drames familiaux qui peuvent arriver, et que s'il te connaît et qu'il connaît qui tu es intrinsèquement et qui sait c'est quoi ta valeur intrinsèque, c'est exactement ce que qui tu es au moment où ça se passe, il s'est dit je suis là. Je suis là, et beaucoup de personnes qui rassurent en disant on est ensemble, on savait que ça va arriver un jour, mais on est ensemble et tout, voilà. Et il y a Dana White qui avait dit il y a des années de ça justement, quand il se passe ce genre de choses, on ne peut pas revenir. Il a eu le même genre de problème, sauf que lui, il n'y avait pas de condamnation, mais il a été filmé 4K par TMZ, il n'y a pas de souci. Et non, mais je veux dire, tout le monde a vu les images. Ouais. Il disait il n'y a pas de retour possible. Est-ce que toi tu penses qu'un retour est possible au premier plan de Fernand Lopez? Il n'a pas de tout possible, il s'en sort bien. Hein. Enfin, oui, c'est pour ça que je veux dire. Finalement, oui, y a pas, moi, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas de retour possible dans ce qu'on ressent soi-même. En gros, il y a ce que les autres pensent, qui n'est pas vraiment important. On a l'impression que c'est très important, parce que il y a une déferlante qui tombe, et quand ça arrive et tout, on pense vraiment que c'est gravissime et que c'est la fin. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, en fait, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on renvoie de soi-même dans le miroir. C'est qu'au bout d'un moment, bon, il y a quand même des faits de violence et tout, c'est une réalité, et donc tu dois faire face à ça. Tu as beau dire que c'est mon passé lointain et que j'avais vrillé, j'avais une folie passagère, mais ça ne change rien, c'est une réalité, et donc tu dois te voir comme tel, comme quelqu'un qui était en marge de la société, qui a fait une connerie, et la question c'est, je pense que ce que Dana White veut dire, c'est c'est ce que moi je me suis souvent dit, si j'avais une machine à remonter le temps et qu'on me donnait une chance dans ma life de remonter le temps et de faire un truc, c'est le premier truc que j'effacerais. C'est que si je pouvais remonter le temps, revenir en arrière et changer la trajectoire de cette vie-là et pouvoir... ce que je dis souvent, si j'avais eu la présence d'esprit et la force de sortir quand ça arrivait, ce genre de truc où il y a un peu de toxicité, de juste avoir la clairvoyance de sortir de l'appartement, tu changes la trajectoire de ta vie. Et je pense que ce qu'il veut dire, c'est que c'est fait, c'est irréparable et tu ne pourras pas l'enlever. Lui, il s'est excusé auprès de ses enfants, auprès de sa famille. Bah, c'est la même chose de mon côté. Tu fais un pas, voilà, tu essaies un peu de donner ce que tu peux donner comme excuses les plus plates possibles, mais ça ne défait pas la réalité. Et donc, tu dois vivre avec le reste de ta vie, quoi que tu fasses. Je pense que c'est ça qu'il voulait parler. Après, professionnellement, vraiment, non. Je pense pas que ça ne... Tout au contraire, moi, je suis le genre de personne qui est capable de... Il y a des gens qui se noient dans une tasse. Moi, je survis à des débuts et même, je pense même que je suis plus... Je reviens avec une grosse productivité. Parce que du coup, je suis très concentré, je comprends ce qui se passe, je ferme les vannes sur ce qui n'est pas positif, je reste positif. J'ai la chance d'avoir une famille du cercle sportif déjà qui est très solidaire, avec beaucoup de personnes intelligentes qui savent faire la part des choses, qui savent comprendre intrinsèquement qui est la personne qui est en face d'eux, et donc elles sont correctes dessus. Ensuite, j'ai le cercle intime de ma vie avec ma famille, mes enfants, ma femme, ma mère, mes frères et sœurs qui sont très aimants et qui apportent un équilibre avec un vrai socle familial qui te donne de l'équilibre, et donc je me concentre dessus. Et à côté, je travaille. Je ne fais que ça, travailler. Et ça apporte voilà. Donc, ça, c'est pas le souci. Le véritable souci, c'est l'intérieur de soi-même. Comment on se sent, comment on fait pour se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer et concrètement mettre ça dans le passé. Et sportivement, donc, c'est peut-être le pire qui pouvait se passer
pour Jordan ce soir-là. T'es aux premières loges de ce moment-là. On a en plus, ce qui est dur en vrai, c'est que les images, au début, t'es assez détendu parce que t'imagines pas du tout qu'il va se passer ça. Et forcément, c'est typiquement le genre de truc, si ça se passe bien, ça aurait bien vieilli. Ça se passe mal, ça vieillit très mal. Est-ce que tu te dis, il y a des choses qui auraient pu être faites différemment pour Jordan, ou même dans la gestion de soit de ce combat, même de l'avant-combat et on va dire, de cet événement PFL-là dans sa globalité? Ça va être facile pour après coup, pour n'importe qui de pouvoir dire ce qui aurait été fait différemment, mais je suis même pas sûr. Je dis ça parce que c'est pour ça que l'année a été riche, parce que tu as eu aussi cette chance cette opportunité d'avoir un deuxième shot contre Cédric Doumbé avec Baki, où les choses étaient différentes aussi. Et donc, parce que ça fait quand même un gros gap dans le temps, parce que c'était 30 septembre, Jordan Zebo, et Baki, c'était au mois de mars. On a vu tout ce qui était fait différemment. Mais est-ce que tout ce qui était fait différemment, c'était, je ne vais pas dire du hasard, c'était toi, l'équipe qui avait pris les enseignements, de se dire, par exemple, de fait de dire, tu ne seras pas aux premières loges pour voir Baki Doumbé? Le fait que je sois aux premières loges pour voir Baki Doumbé n'a pas eu d'incidence sur le combat. Normalement, ça ne devrait pas. C'est pour ça que je voulais dire, qu'est-ce qui a été différent entre le combat Baki Doumbé et le combat Jordan Doumbé, concrètement, selon toi? Parce que moi, je ne vois pas de grande différence, à part le fait que j'étais présent et l'autre combat, je n'étais pas présent. Est-ce que ma présence, elle est aussi déstabilisante que ça? Est-ce que ça aurait pu jouer? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. J'ai même l'impression que tout au contraire, il y a eu un peu plus de sérieux, en tout cas de mes collègues du PFL, qui voyaient ma présence, celle de Benjamin, et qui prenaient soin quand même de nous et donc du management par extension. Les camps d'entraînement ont été faits les mêmes. Mon principe, il est simple. Si je ne coach pas un gars à le Juarez, si je ne le coach pas souvent, je ne vais pas improviser un coaching sur un gros combat comme celui-là. Donc le principe, c'était de dire, je suis impliqué dans une histoire qui est hors sportive pour Jordan, et donc on se met d'accord, on discute de manière collégiale, on se met d'accord en disant, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut rester en dehors de ça, ne pas aller coacher, et donc ça, c'est réglé. Cependant, le coaching sur le terrain, quasiment 24 sur 24. Jordan, j'étais avec lui quasiment 24 sur 24. Je n'ai pas raté une seule séance d'entraînement. Au taquet surtout. Comme d'habitude, c'est que je veuille ou pas, archi professionnel. Je suis accro de ce truc, j'adore ce métier, je suis à fond dessus. Donc du coup, j'étais à fond. Et puis Baki, pareil, le même principe, à fond. À l'entraînement, j'ai dirigé et piloté tout le système d'entraînement. À ramener François Laurent, qui est venu aider Baki pour le sol et tout, pour la luge, ramener tout ce qu'il y avait comme sparring, ramener le champion du Glory pour venir se mesurer, de façon à donner un petit ressenti, même si c'est très compliqué d'imiter Cédric, ramener quelqu'un qui peut amener un ressenti. J'ai tout donné à fond. Donc, on est quasiment sur la même chose. Mais il faut juste comprendre que c'est du sport. Le sport, c'est comme ça. C'est que quand on a le nombre d'années que tu as dans le milieu sportif, notamment du MMA, si toi, je dois te convaincre que c'est très compliqué de prédire l'avenir dans le sport, voilà quoi, c'est impossible. Quoi qu'on fasse, il y a une partie, il y a un léger pourcentage de casualité qui existe, qui va venir intervenir et qui va peut-être être favorable ou pas favorable. Cette fois-là, la première fois, ça n'a pas été du tout favorable. La deuxième fois, quelles sont les probabilités qu'il y ait une épine dans une cage? Est-ce que tu imagines même tu es un architecte, tu montes un scénario. À quel moment un combat peut s'arrêter parce qu'il y aurait eu une épine? Personne ne s'y attend, ni moi, ni Baki, ni Cédric, ni personne. Et c'est ça que je dis, il y a toujours une petite branche de casualité qu'il faut accepter. Et c'est comme ça le destin. Tu fais ce que tu as à faire, tu bosses comme tu veux, ensuite tu t'assois et puis tu croises les doigts et tu attends que ça se passe. Et donc, entre-temps, il y a 30 septembre, donc on avance un petit peu dans le temps, il commence à y avoir, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou quoi, c'est en mode... Aujourd'hui, Fernand est, entre guillemets, blacklisté avec l'UFC. Pourtant, tu es celui qui a amené le plus de combattants français
à l'UFC. Est-ce qu'il y a une vérité derrière ça ou est-ce que c'est quelque part aussi, il y a beaucoup de Français aujourd'hui et les places sont un peu plus chères qu'avant? Ni l'un ni l'autre. Enfin, place chère ou pas chère, on a toujours du monde à l'UFC. Je veux dire, ni l'un ni l'autre. Et puis, la réalité, c'est que la longue pause que j'ai eue m'a aidé aussi à rectifier le tir de ce qu'on faisait. On a démarré, tu vois, le mot justifier dont je viens de parler, c'est pas normal, en fait, qu'on ait besoin de justifier les choses. C'est-à-dire qu'en gros, ça devient une course effrénée où il y a des gens qui lancent des rumeurs en disant « Fernand est blacklisté » et toi tu viens, tu dis « Non, je ne suis pas blacklisté ». Et donc on dit « Fernand a fait ci » et tu dis « Non, Fernand n'a pas fait ci ». Tel athlète a été coupé d'arrêt, c'est Fernand, tu dis « Non ». Du coup, ta ligne éditoriale, notamment le King Energy, change. Ça vrille parce qu'en gros, moi j'étais venu à la base pour faire un projet pédagogique, histoire de vulgariser le MMA et expliquer un peu les tenants et les aboutissants, les arcanes du MMA, parler de ce qui ne se disait pas, le développement et les métiers du MMA. Mais je ne pouvais plus parce que la ligne éditoriale était saturée des explications de la veille ou de l'événement qui s'était passé la veille sur Arès ou alors l'événement qui s'était passé un mois avant à l'UFC avec un de mes athlètes ou bio management, ça devient invivable. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de démontrer. Le temps finit par approuver. Le temps, ce qui est bien avec le temps, c'est que quand on est patient, on se rend compte. On vous dit, à cause de Fernand, Cyril est blacklisté à l'UFC. C'est pour ça qu'il n'aura plus de combat. Il ne pourra combattre que des mecs du top 10 comme Tibura. Au final, quelques semaines après, la nouvelle attaque, c'est il a préféré, son management est tellement nul, ils ont préféré le cinéma au lieu de la ceinture. Mais du coup, il y a une incohérence. Si vous dites qu'il est blacklisté, comment ça se fait que l'UFC lui propose encore la ceinture à Londres? Donc, choisissez votre camp. Ou il est toujours dans les petits papiers de l'UFC, auquel cas, il est dans les petits papiers, et c'est juste qu'il est con et il aime juste le cinéma, et donc c'est pas bon. Ou alors, il aime le cinéma, ou alors il est vraiment blacklisté, et on lui propose pas du tout de ceinture, et donc il va faire le cinéma, parce qu'il n'a pas mieux. Donc, avec le temps, il faut être patient, et il ne faut pas confondre ce qui se passe. C'est que vous avez un métier, et votre métier, quand on a compris, quand on a pris le temps et qu'on a compris, on sait que vous n'avez pas le choix, il faut faire du clé. Quoi qu'il se passe, même si vous avez dit vrai ou pas vrai, si vous avez lâché une rumeur ou un truc et que ça a buzzé, à la fin du mois, vous avez monétisé. Celui qui, au lieu de travailler, court après chacune de vos nouvelles pour essayer de la justifier, ne travaille pas. Moi, j'ai choisi de travailler. Non, mais quand je posais cette question-là, c'était par rapport, je crois que c'était un manager américain qui expliquait ça, qu'aujourd'hui, la route aussi privilégiée par l'UFC pour recruter des combattants, c'était les Contender Series. Et donc forcément, par exemple, je prends l'exemple d'Abdul, qui a prouvé à Arès, peut-être que lui, de rentrer par les Contender Series, c'est pas le chemin que lui souhaite. Et forcément, il va au PFL. Mais c'est une réalité que toi, tu vis sur le terrain, mais que ceux qui nous regardent peut-être et qui suivent le MMA de loin ne savent pas et donc vont avoir plutôt le rendu de Fernand n'arrive pas à faire rentrer Abdul. Oui. Enfin, tu vois, dans le sens. Oui, absolument. Il faudrait qu'on revienne dessus. Enfin, mon souhait, c'est que toi, les collègues qui font ce métier, au-delà du fait d'aller monétiser parce qu'on a du clic, qu'il y ait aussi de l'éducation et d'apporter ses valeurs. C'est fou que tu sois au courant de ça, mais que personne n'en parle. L'UFC ne recrute plus, quasiment plus. Si l'UFC signe quelqu'un directement, c'est soit un cadre champion olympique, double médaillé, qui a des états de service irréprochables, ou alors c'est quelqu'un qui est passé par le Contender Series. Ou alors c'est quelqu'un qui est... Ou alors ils sont dos au mur, ils ont un short notice de dernière minute et ils ont besoin de quelqu'un dans la localité, dans la localisation où on va prendre le fighter et tout, on va le mettre. Mais sinon, le principe, il est simple. L'UFC essaye de mettre de la valeur sur les nouveaux athlètes. Au lieu de prendre un athlète qui est tout nouveau, ils ont un programme qui est déjà payé, ils doivent avoir du monde et ils galèrent à avoir du monde. Contender Series, ça s'appelle. Et donc, du coup, je reçois des tonnes de messages où ils demandent est-ce que vous avez un tel prêt pour. Mais Contender Series, ça veut dire le mec qui est déjà bankable comme Abdul, il veut l'UFC. Il ne fait pas le Contender Series, il veut l'UFC directement. Celui qui n'est pas bankable est encore
très peu bankable pour aller dessus. Et j'ai des gars que j'ai présentés sur le Contender Series et puis l'UFC répond c'est trop tôt. Mais c'est vraiment, on est capable de te dire tout ce qu'on veut sur ta vie et t'expliquer ta vie mieux que toi. Mais c'est très loin. Mais mes rapports avec l'UFC, nos rapports avec l'UFC sont excellents. C'est même pas, c'est excellent. Excellentissime, quoi. Enfin, y a pas, je fais des réunions qui sont au-delà même du matchmaking avec l'UFC, quasiment de manière mensuelle, parce qu'on reparle de la télévision, notamment le contrat UFC Fight Pass avec la télévision, sur lequel on est drivé pour justement avoir, on prend le cas d'un jeune comme Louis Scott. Ah, le contrat avec Ares. Voilà. Alors attends, parce que Fernand va plus vite que la musique. Désolé, je ne savais pas c'est quoi ton rythme et tout. Mais ça me permettait de parler juste du contrat de télévision d'Ares, dans le sens de... Les deux sont liés. En gros, le boss des matchmakers qui est Hunter Campbell est aussi le responsable juridique et le responsable c'est à lui que rencontre le directeur de l'UFC Fight Pass qui était chez. Et donc, ça veut dire que quand un jeune comme Louis Scott va arriver chez nous et qu'il combat, des fois, eux, ils vont voir tout de suite, on reste la promotion en France qui a le plus donné d'athlètes, on est sur la douzaine d'athlètes en l'espace de 2 ans, passés de Ares à l'UFC, et donc ils vont solliciter tout de suite Louis Scott. Louis Scott qui vient de combattre et qui a pris la ceinture contre Demarte Peña, l'Angolais. Sauf que c'est trop neuf pour nous. En gros, Louis Scott vient de combattre, il a pris une ceinture qui a une certaine valeur. Et donc, je vais juste redire à Hunter, allez-y doucement. Parce que la dernière réunion, vous nous en vouliez d'avoir laissé certains jeunes aller sur le PFL. Vous aurez souhaité que nous le gardions sur Ares pour que ça donne de la valeur à l'UFC Fight Pass. Il faut savoir ce que vous voulez. Si vous nous les retirez avant qu'ils aient fait 2-3 combats, ça devient compliqué. Parce qu'un gars comme Abdoul, il a tout fait. Abdoul, il a défendu plusieurs fois la ceinture, il a changé de KT. Il a la valeur, il peut aller où il veut. Il a rendu en fait la promotion que lui a donnée Ares. Dans le cas de Louis Scott, c'est un peu plus compliqué. Et donc l'UFC va être d'accord avec moi en disant tu as raison, on n'avait pas pensé, on n'avait pas vu ça comme ça, effectivement. On te laisse Louis Scott encore quelques temps, mais dès que tu peux, peut-être après la prochaine défense de ceinture, on aimerait le recruter parce qu'il a quelque chose de particulier. Il est british, il est talentueux et on a besoin de renouveler et peut-être un jour trouver une espèce de Conor McGregor quelque part. Donc du coup, ils reviennent dessus. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse en te disant que les rapports management Factory UFC sont excellentissimes. Et donc, je voulais te parler de l'évolution de ton rôle aussi, parce qu'avant, tu avais Management Factory, MMA Factory, il y avait la casquette Ares, Fight Management College aussi. Depuis, selon le communiqué de presse que les médias ont reçu, donc il y a eu un nouvel actionnaire qui est arrivé. S'il y a aussi un nouveau changement de rôle pour Cyril, et toi, ton nouveau rôle officiellement, j'ai l'impression, c'est head coach du MMA Factory. Mais est-ce que, visiblement, tu as toujours aussi d'autres rôles au sein de la structure Ares MMA, c'est ça le groupe, où il y a Ares Fighting Championship, Management Factory, MMA Factory, Fight Management College, et j'oublie quelque chose. FBC Production. Voilà, et FBC Production, qui est, qui vise à produire des contenus audiovisuels. C'est à la suite d'une session, on a fait une vente avec le nouvel actionnaire qui est arrivé, Trail Capital. Mes nouvelles fonctions sont donc Head Coach au Management Factory, au MMA Factory, et puis Matchmaker sur Ares. Et puis je suis actionnaire de la grande société au-dessus qui est Ares MMA. Et est-ce que Benjamin Sarfati a toujours un rôle aussi dans la structure ? Absolument. Benjamin Sarfati est aussi matchmaker avec moi et nous sommes ensemble responsables de la performance sportive. Et aujourd'hui, donc on avait fait l'interview de Xavier Marin il y a quelques mois, quelques semaines de ça. Toi, au quotidien, est-ce que tu ressens ces nouvelles ambitions, les nouveaux investissements ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Absolument, il y a des choses qui ont changé.
déjà la direction, la gouvernance, elle a changé avec des ambitions de réunir, d'ouvrir le jeu, de réunir et de développer. Donc il y a des moyens qui sont mis en place sur le matchmaking, un peu plus d'argent pour recruter un peu plus de combattants ou des meilleurs combattants, un peu plus d'argent pour avoir de la constance et de la régularité sur des événements. Et puis tout ce qui se développe autour de manière accessoire. Je veux parler de la communication, je veux parler de l'opérationnel sur le terrain, je veux parler de l'arrivée des sponsoring, même des partenariats. On a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent investir sur ARS et qui trouvent un moyen donc, oui, ça avance énormément, on avance et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Mmh. Et pour la suite, en termes de projet, est-ce que toi, il y a des choses là que tu peux nous confier par rapport à la structure Les projets d'ARS, on parle bien des projets d'ARS? Oui, ouais. Ou MMA Factory? Les projets sont toujours les mêmes. MMA Factory, c'est de la performance. On a le prochain gros événement qui arrive, qui est celui du 26 octobre, qui compte beaucoup. Il est beaucoup plus important qu'on veut le laisser croire. Donc, si on le gagne, ça peut être intéressant. Donc, voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis, sur ARS, c'est simplement d'avoir un peu plus d'événements, de développer. Il y a beaucoup de négociations en cours pour pouvoir développer la diffusion, le broadcasting sur ARS. Il y a une amélioration qui va être faite sur pas mal de choses en opérationnel pour les athlètes, pour le bien des athlètes, dans ce sens-là, de façon à ce que la concurrence elle est solide. Il y a de plus en plus le PFL qui vient en France, le Bellator, l'UFC. Il va falloir proposer un peu plus pour qu'on continue à développer et qu'on soit toujours cette ligue française qui a du répondant et qui est capable d'offrir des matchs comme par ailleurs, quoi. En général, les bons matchs qu'il y a eu et les matchs qui ont attiré le plus de monde en MMA en France ont été soit organisés par ARS, soit managés par le Management Factory. Oui, voilà. Oui. Quels que soient les événements. Et donc, on a envie de continuer cette lancée puisqu'on parle maintenant en termes d'écosystème, d'un ensemble de choses. Ouais. Et tu préfères le rôle que tu as aujourd'hui? Oui, j'ai vu ma best life. Pourquoi tu vis ta best life maintenant? Pourquoi je vis ma best life? Parce que j'ai un peu plus de temps. J'ai un peu plus de temps, j'ai des personnes compétentes qui s'occupent de certaines choses dont je m'occupais avant, la gestion de la paperasse telle que je la faisais, elle est un peu plus facile, je donne mes recommandations sur pas mal de choses et ensuite c'est fait. Je n'ai pas besoin d'être là forcément et donc ça me laisse le temps de me concentrer sur ce qui est ma tâche essentielle, la performance. Du coup, ça me laisse aussi beaucoup de temps parce que je trouve j'ai pris goût. Le silence permet de mieux écouter. En étant silencieux, j'ai pris le plaisir à écouter, à observer et surtout, j'ai pris goût aux réalités de la vie, notamment la famille. Donc, du coup, ça devient. Ça me crée un vrai équilibre, un véritable équilibre. Je suis beaucoup plus productif parce que je dors beaucoup plus, parce que je fais un peu plus de sport, parce que je m'occupe un peu plus de moi et surtout parce que je donne un peu de temps à ma famille. Et le fait d'être en retrait dans cette nouvelle structure, est-ce que c'est quelque chose, ça aussi, que tu préfères ou de temps en temps, tu aimerais bien monter au créneau? Bon, c'est comme tout, en général, ceux qui ont fait une vente, notamment avec un fonds d'investissement,
savent que, en général, il y a des moments où tu as envie de monter au créneau parce que ce sont des personnes qui arrivent avec une volonté d'avancer. Elles ne sont pas très intelligentes et tout, et elles savent qu'elles veulent faire du x3, du x5, du x7. Et donc, de la mise multipliée 7 fois, ça demande beaucoup de travail. Donc, elles ont l'envie, mais des fois, il y a des aspects, des détails sur la spécificité de ce qu'on fait qui vont peut-être leur échapper. Et du coup, tu pourrais avoir tendance de vouloir mettre la main à la pâte. Et donc, il faut te refréner et dire non, 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 c'est plus à moi de faire ça. Je me calme, je laisse faire. Et ça va bien se passer. Il faut leur faire confiance. Il y a au bout d'un moment, c'est le principe de la délégation. En gros, si tu veux faire de l'expansion et développer ta structure, il va falloir à un moment donné déléguer. Mais sauf que déléguer veut dire qu'il y a une marge d'erreur qui sera faite. Mais même quand elle est faite, la marge d'erreur, au final, tu vas gagner parce que tu auras fait de l'expansion. Tu vas développer, il y aura quelques erreurs qui vont être faites quelque temps, et puis au bout d'un moment, quand il n'y aura plus d'erreurs, tu vas ressentir le développement, comment il s'est passé. C'est quelque chose que j'ai voulu, c'est quelque chose que Benjamin et moi, on a voulu. D'être en coulisses maintenant, désormais, c'est ça? Oui, c'est une négociation comme celle-ci, elle nous a pris quasiment 2 ans. 2 ans à négocier la vente. Enfin, ici, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Enfin, il y a des gens qui te disent... c'est fait du jour au lendemain. Voilà, il y a des gens... Non, mais surtout, il y a des gens qui s'y méprennent. J'ai vu des collègues qui disaient que Fernand et Ben se sont fait pousser à l'extérieur, machin, ils ne sont plus rien. Enfin, c'est un délire. C'est des personnes qui sont à des années-lumière de comprendre ce qu'ils sont à l'étage. C'est que s'ils font du management, ils sont à l'état de l'âge de la pierre, quoi. Enfin, ils n'imaginent pas ce qu'il faut pour faire une session comme ça. Enfin, c'est énorme comme boulot et on sait l'apprécier quand il y a des étrangers qui le font. Quand l'UFC se vend et que IMG achète l'UFC, on est tous contents. On se dit, et on vous annonce, hey, Dana White, il n'a plus d'action, il n'est plus rien, il a perdu toutes ses actions, machin, mais tout le monde dit, putain, il a pris 400 millions. millions. Parce qu'il a quand même fait un cash-out de malade, et ensuite il a son salaire, il continue à travailler, et c'est génial. C'est exactement la même situation, toute proportion gardée. C'est qu'on n'est pas dans ce type de chiffres et tout, mais en réalité, ce que Ben et moi, on souhaitait pendant toutes ces années, c'était ça. Après avoir bossé longtemps, tu mets de la valeur et tu la transformes. Mais sauf que pour la transformer, il faut la prouver. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une salle de sport, un management, une boîte de production, une école de formation FMC, comme la nôtre FMC, qui puisse aujourd'hui dire l'écosystème, on peut le vendre. Parce que c'est une institution, c'est un fonds d'investissement, c'est solide. Ça veut dire que concrètement, un fonds d'investissement, ils font quoi? Ils viennent acheter de la valeur. Il faut que vous leur prouviez ce que vous avez. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, si vous êtes là-dehors et que vous vous dites que vous voulez vendre votre salle de sport, il va falloir sortir des liasses où vous prouvez que votre salle de sport, elle produit, elle est rentable. Il faut qu'on montre que sur l'année, vous êtes capable de recevoir tel nombre d'adhérents, vendre tel nombre machin. Donc il faut que les comptes le prouvent. Il faut que vous ayez des licences qui le prouvent. Si vous dites que vous êtes bon en management et que vous avez un management qui crache 1 million d'euros par an en termes de chiffre de bénéfices, vous allez devoir le prouver. Vous allez devoir donner à celui qui est l'acquéreur, notamment Trade Capital, un certain nombre de contrats de management bien ficelés où il y a encore de la durée. Parce qu'eux, ils veulent exploiter. Ils achètent tous les contrats avec eux. Donc si vous êtes un manager qui avait des managements de relations et d'amitié et vous n'avez pas de contrat sur papier, vous n'avez aucune valeur. Grosso modo, il n'y a rien. Vous n'allez pouvoir rien donner au fonds d'investissement. Donc c'est énorme comme boulot.
Il y a une demi-douzaine d'avocats derrière, dans tous les domaines. Et le pauvre Ben, il a bossé comme un malade. On a bossé tous comme des fous pour pouvoir arriver à ce but. Donc c'est quelque chose de recherché, de voulu, où c'est pas du jour au lendemain qu'on te dit hey, tiens, mets-toi à la porte. Non, c'est signé avant de valider quoi que ce soit, avant qu'il y ait le bouton qui soit appuyé pour qu'il y ait les sous qui arrivent en cascade et tout, et machin. Il faut qu'il y ait un alignement. On est d'accord. À partir de lundi prochain, tu n'es plus président d'Ares. Tu deviens matchmaker d'Ares. À partir de lundi prochain, tu n'es plus directeur sportif, tu deviens le responsable de la performance sportive ou le head coach. Donc tout est prévu. C'est beaucoup de méconnaissance de la part de ceux qui parlent et qui disent des choses et ils ne sont pas au courant. Et je leur souhaite juste qu'il arrive, je leur souhaite beaucoup qu'ils arrivent à concrétiser une vente comme ça. Puisque les métiers les plus mourants aujourd'hui dans le monde du sport, de combat, notamment le MMA, sont le métier de manager et d'entraîneur. Ça va disparaître. C'est pas possible, ça va pas continuer. Pourquoi ça va disparaître? Parce que mes collègues ne se rendent pas encore compte de la vulnérabilité de coach et de matchmaking. C'est un délire. On a pendant longtemps parlé de l'envie de créer un syndicat pour les athlètes, notamment à l'UFC, avec tout ce qu'il y a eu. Mais on ne se rend pas compte de la fragilité d'un manager ou d'un coach. Il n'y a rien qui te protège. Enfin, tu fais un métier où, et je te parle en toute humilité, on est de loin au-dessus de la chaîne alimentaire en France. Et on a des gens qui n'ont quasiment... Enfin, on a eu l'histoire de Benoît Saint-Denis avec son coach et tout. Ça peut arriver comme ça de partout. Et les gens ne se rendent pas compte que pendant longtemps, on a voulu protéger les athlètes. C'est une très bonne chose de les protéger. Mais il y a un moment de nous, les coachs, même pour les athlètes, c'est important. Hein. Si l'athlète qui est bon, qui est performant, qui n'a pas son coach qui est protégé, va avoir un coach qui est insécure, qui n'est pas sûr de lui. Et s'il n'est pas sûr de lui, il ne va pas faire son boulot à fond. Je ne peux pas m'investir à faire un boulot à fond en sachant que le gars qui est en face de moi a un projet autre que nous deux, ou en tout cas en team. Et ça commence à se dessiner. Les gens commencent à comprendre un peu. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui ont un projet de famille. En disant, bon, ils arrivent en famille et ils savent que l'oncle va être le manager, le grand frère va être l'entraîneur, le papa va être le kiné, ce que tu veux. Et au bout de 2-3 années, juste le temps de briller, de se faire voir, ça shift, ça change et l'entraîneur devient obsolète, le manager devient obsolète, la culture est à ne pas signer de contrat, c'est infernal. C'est infernal dans le sens où, aujourd'hui, quand tu as envie de travailler, quand tu embauches un jeune qui vient travailler chez toi dans ta société, ce qu'il te demande, c'est de lui faire un contrat, qu'il puisse avoir une sécurité. Il te dit, moi, Guillaume, je ne vais pas m'engager pour longtemps chez toi si tu ne me donnes rien. Ou tu me donnes un CDD, au moins, bon, je sais que j'ai une période et je sais comment je vais me préparer pour la fin. Ou tu me donnes un CDI, je suis en sécurité. Si tu me bouges, au moins, j'aurai quelque chose qui va revenir vers moi. Mais le métier de management, il n'y a pas ça. Il n'y a rien, c'est un vide total. Et les managers et les entraîneurs devraient être plus solidaires dessus en se rendant compte que finalement, ils s'appuient, ils se contentent pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas être quelqu'un de clivant. Parce que Fernand Lopez est clivant parce qu'il va voir l'avenir et dire, bon, concrètement, moi, voilà ce qu'on va faire. Pour toi, c'est obligé d'être comme ça? Parce que c'est une des réflexions que je me suis dit. Ouais. Tu ne peux... Enfin, quand on y pense, à l'international, il y a Ali Abdelaziz. En France, c'est Fernand Lopez en termes de management. Qui n'ont pas la réputation d'être
Bah, je peux dire, enfin, tu vois, c'est pas... Vas-y, lâche tes mots, sans violence. J'ai acheté les mots. Non, mais dans le sens, ou même comme Dana White, tu vois, c'est des hommes d'affaires qui sont durs. Et je me dis, il faut être comme ça. Tu ne peux pas être gentil dans ce métier-là. Ce n'est même pas être dur, c'est juste que la position fait que tu as l'impression qu'il est dur. Parce qu'à partir du moment où tu défends quelque chose, en gros, moi j'ai ce téléphone. Tiens le téléphone. Ouais. Prends le téléphone. Tu veux le prendre. Ouais. Il y a deux solutions simples. Tire le téléphone. Ou je le tiens. Et donc je suis un gars en bruit, ou je le lâche. Voilà, et je suis pas un gars en bruit, mais j'ai plus de téléphone. C'est pas mal, ça. C'est aussi simple que ça. La vie, elle est aussi simple que ça. Et il y a des mecs qui ont des boulots différents. Tu es un site, tu vas à l'école. Ton histoire de téléphone, là, que je viens de montrer, tu l'as avec ton élève. Donc, il y a des embrouilles avec l'incite et l'élève. L'élève va dire à son père, bon, mon incite, elle a fait ci, je ne suis pas d'accord. L'incite va dire au proviseur ou au censeur, moi, je ne suis pas d'accord, l'élève a fait ci ou ça. Ces situations conflictuelles en situation professionnelle parce que chacun cherche sa place. Peut-être que l'élève n'a pas tort, peut-être que c'est un petit génie qui est à l'avance et qui se dit, moi je me fais chier, elle me montre les mêmes trucs durant une semaine alors que j'ai compris et les autres au fond de la classe disent, mais moi j'ai pas encore compris. Du coup ça amène le conflit. C'est ça le principe de la vie. Mais sauf que comme son métier n'est pas exposé, elle est un site dans un collège, tranquillement, et personne ne filme ce qui se passe. On la voit comme quelqu'un de paisible parce que quand elle rentre chez elle, il n'y a pas de conflit. Le métier du sport est exposant. À partir du moment où je veux me développer, je suis obligé de m'exposer. Le silence fait du bien. Vous avez pu constater pendant l'année écoulée où j'étais silencieux que du coup, toutes les personnes qui expliquaient que Fernand Lopez était trop visible ont essayé d'être le plus visible possible. Parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. On vend son athlète. On dit, mais mon athlète c'est le meilleur, vous allez voir, il va être le premier à avoir la ceinture en France, ceinture à gage. Lui, il est très courageux. On vend son élève en disant, chacun vend comme il peut. On vend sa société, on vend comme on fait de la promotion. C'est ça le principe. C'est pas un souci, ça, de le faire. Mais celui qui est spectateur, lui, j'ai l'impression, quand vous mettiez, vous observez le MMA comme un jeu. Et vous vous dites, en fait, c'est un sport. Viens pas nous parler de ton métier. C'est pas un métier. Mais c'est ça qui vous trompe. Ali Abdelaziz est un professionnel. Il s'investit quand ses enfants dorment et tout, quand il les a couchés à 20h. En tout cas, il est au téléphone avec le monde entier, essayer de placer et de manager. C'est du boulot. C'est de l'expertise. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est vraiment, techniquement parlant, il y a deux solutions. Tu changes de métier ou alors tu fais semblant et il y a plein de guignols là qui font croire qu'ils sont des gars paisibles et qui ne demandent pas des contrats aux gens. Et donc, ils n'ont pas de contrat, soi-disant, mais ils n'ont pas d'athlète. Mais ils s'arrangent, c'est conventionnel. Ils se disent, bon, tu restes avec moi, tu fais genre on est ensemble et tout, comme ça les médias ils ne me prennent pas la tête, moi il n'y a personne qui m'a quitté, les gens ont quitté Fernand Lopez, moi on ne me quitte jamais, moi je suis bien, et du coup on fait comme si ça va, mais il n'a pas de contrat, il ne reçoit même plus d'argent de la personne vit sa vie, c'est sa femme qui gère, ou c'est son frère qui gère, ou c'est sa mère qui gère, mais il fait semblant. Ou alors tu es concret, et tu dis, moi j'ai pas de temps à perdre, je suis très travailleur, j'ai de la compétence, ça fait 20 ans que je suis dedans et que je commence à avoir un peu d'expérience. C'est pas quelqu'un qui va le dire, tu vois bien, tu viens me chercher parce que j'ai de l'expérience, c'est toi qui viens me chercher. Mais si tu viens me chercher, aie l'amabilité de vouloir partager. Si nos intérêts sont alignés et qu'on partage, on avance. Si tes intérêts sont décalés et que je vois que tu viens prendre, mais tu ne donnes pas et donc tu ne signes rien, merci. Je vais me contenter de 2 athlètes que d'avoir 100 athlètes qui sont vides. Parce que le jour où je veux vendre ma boîte, j'aurai besoin de la valoriser. Et la valo sera de 0 si je n'ai pas de contrat, si je n'ai rien de concret.
Mais dans la valorisation justement du Management Factory, donc il y a Cyril Gann, la poule aux œufs d'or de l'agence, et il y avait Baki et Abdouragimov, qui sont des départs qui... est-ce que c'est des départs qui font mal entre guillemets, parce que c'est des visages du MMA français? Mal, je n'ai plus mal. Oui, mal, je suis vacciné, c'est bon. Avec le temps, tu t'adaptes. Tu comprends que tout projet, tout ce qui est monté finit par descendre. Tout projet, au bout d'un moment, arrive au bout. Donc mal, je n'ai plus mal. Cependant, c'est toujours un changement. C'est un changement qui peut déstabiliser si tu n'avais pas prévu l'avenir ou quoi que ce soit. Il y a des coachs on a des qui s'en vont et ils sont morts. Ils n'ont plus rien. C'est la catastrophe. Et puis, on a quand même une petite expérience, on sait déjà vivre. Au bout d'un moment, on a vu avec le temps comment ça se passait. On a Karl Amoussou qui s'en va, et puis il y a Michael Lebou qui prend le relais, qui va à l'UFC, puis il y a Michael Lebou qui s'en va, et puis il y a un Taylor qui est là, puis il y a un Taylor qui s'en va, et puis il y a un Teddy Violet qui est là, et puis il y a un Francis Ngannou qui s'en va, et puis il y a qui s'en va. Et le pire, c'est qu'il s'en va quand on a fait du chemin, il faut bien comprendre. C'est que quand Francis Ngannou s'en va, on a déjà fait la ceinture undisputed de l'UFC. C'est dinguerie, les gens ne se rendent pas compte ce que c'est. Jusqu'à là, inégalé. Personne dans la France n'a pu faire ça. Francis Ngannou arrive, il n'a jamais fait le MMA, il fait toute sa carrière, donc 0 défaite à l'UFC, jusqu'au titre mondial indisputé. Ensuite, il sort de là, donc il est aux États-Unis, il va faire un combat contre Derrick Lewis qu'il perd, il revient en France, il fait un combat contre Curtis Blade en Chine, il gagne, ensuite il repart dans le game, il est aux États-Unis, il va gagner sa ceinture indisputed à l'UFC. Mais c'est une dinguerie ce que je viens de dire, il faut bien le retenir. C'est vraiment fort. Ensuite, il s'en va, et puis il y a Cyril Gann qui arrive, qui devient ceinture intérimaire, encore un autre record, jamais battu. Personne dans l'histoire de la France n'a fait une ceinture intérimaire. Ça n'a jamais existé. Même, on est, voilà quoi, bien loin, on est, voilà quoi. Donc, ça va quand même. D'un point de vue de fan ou quoi, c'est des noms qui sont aujourd'hui au PFL, qui rapportent de l'argent. À partir du moment où ils sont plus là, ils rapportent plus d'argent. Absolument, mais ça c'est pas un souci. Mais la question est, est-ce que c'est négatif d'avoir quelqu'un qui veut bouger et d'avoir une boîte qui laisse partir? Au bout d'un moment, si on ne laisse pas partir, on en fait un problème. Si tu laisses partir et que un départ n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est qu'au bout d'un moment, les gens se cherchent et ont besoin de leur voix. Et elles sont inspirées par la gauche ou la droite et ce qui est bon ou pas bon. Il faut que tu veux plus de conflits, que ce soit en gros des gens qui sont vraiment avec toi sur le long terme en fait. Il y aura forcément des conflits s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas ce que la loi dit, la loi veut. Moi, je pense que si la plus grosse publicité que tu puisses me faire, c'est de faire un truc comme le délire d'Amin Ayoub qui se retrouve dans une grande école et qui donne exemple en disant je contacte Fernand et je parle avec lui et il me dit c'est bon et puis derrière et il me dit non, je ne peux pas combattre. Et je lui dis non, mais j'ai envie de combattre parce que c'est à Nantes, c'est à côté de chez moi, il y a ma famille, je veux combattre. Et il me dit non, je ne peux pas combattre, que je ne vais pas réussir à combattre. Et puis au final, je reçois un huissier chez moi, devant ma porte, avec des dommages et intérêts à payer. Moi, je pense que si je suis un athlète, j'écoute ce qu'il dit Amin Ayoub, je signe avec Fernand Lopez. C'est l'homme qui comprend le droit. Parce que tu te dis que ça va être carré, justement. Tu te dis, le mec, il a compris. Enfin, c'est dangereux de se retrouver avec
Tu es une équipe. Ton équipe parle toujours avec le matchmaker d'Ares. Au bout d'un moment, tu prends ton téléphone et t'appelles le matchmaker d'Ares. Et tu dis l'ancien comment ça va, nana, est-ce que et donc tu as une conversation et l'ancien te dit si jamais tu organisais avec le Brave hors du territoire français, tu serais libre de combattre. Je t'y accompagnerai et je te libérerai pour combattre. Pour les intérêts de la boîte Ares, ce pourquoi on me paye, c'est de protéger Ares. Mais moi, je suis un président d'une ligue, je m'embauche moi-même. C'est très beau, ça. Oui, non, mais... Alors, Attends, 2 secondes. Et en gros, tu dis à la personne, voilà ce que je te conseille. Ne combat pas là, parce que là, le Brave, il vient en France. Il s'allie à Hexagone. Hexagone porte le projet. C'est eux qui déposent le projet. Hexagone est concurrent puisque même territoire. Ne le fais pas, ça ne va pas bien se passer. Ça, ce n'est pas Fernand Lopez qui bloque le jeune. C'est la justice française qui bloque le jeune. Ça veut dire que j'ai essayé en justice, la justice m'a donné raison. Mais moi, c'est une grosse plaque publicitaire. C'est là que ça se passe, c'est vers ce monsieur que j'ai envie d'aller. Parce qu'il comprend ce qui se passe. Normalement, de son côté, son management doit lui dire « Mais c'est mort, tu ne peux pas faire ça, ça ne va pas passer. » Alors oui, du côté Ares, à 1000%, évidemment, mais c'est de son côté lui personnel, t'es à Nantes, t'as envie de combattre à Nantes, ça se comprend. Mais par contre, je suis entièrement d'accord sur le côté... Oui, mais sur le côté judiciaire, le côté contrat, toi, t'as le côté professionnel qui fait donc, il faut qu'on arrête avec le « ça se comprend ». C'est-à-dire que oui, bien sûr, ça se comprend, tout le monde est bien content quand je fais une connerie et que la justice me rappelle ce qui se comprend. C'est les principes de la justice. Complètement. Oui. C'est que le principe même, c'est que c'est le but d'un contrat. Le but, c'est que tu te rappelles quand tu as envie de sortir des clous, je ne peux pas. Le but, c'est que tu te rappelles, si on ne te donne pas une contravention de 135 €, tu te gares comme tu veux. Mais quand tu prends les 150 € dans la tronche, tu te dis la prochaine fois, je vais bien aller au paramètre, je vais bien faire ça en avance. Et c'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'il y a eu comme procédure. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des personnes qui jugent la qualité d'un homme au nombre de conflits qu'il peut avoir. C'est le truc le plus stupide que j'ai connu de l'histoire. Enfin, ça me déborde. Pour moi, c'est d'une stupidité incroyable. C'est que le mec, il fait le Uber, il est taximan. Et en gros, il dit, oui, quand même, le nom de Fernand Lopez, ça revient. Avec Slim, il a eu une embrouille. Une embrouille de quoi? Le gars, même chose, il a un contrat, il ne respecte pas le contrat. Ensuite, essai en justice, blocage, fin du game. Mais ce mec qui a le Uber, son contrat avec son chauffeur ou sa maison qui lui a prêté le Uber est en bonne et due forme. Son contrat avec Uber est nickel. Tous les fins du mois, le pourcentage qui doit aller chez Uber, il va nickel. Quand il y a des clients qui rentrent dans sa voiture, il a des petits conflits de temps en temps. Mais personne ne filme pour montrer combien de fois il a des conflits. Mais je trouve ça vraiment pas intelligent de dire « Attends, il y a eu telle mauvaise personne. » Oui, c'est que toi, tout est documenté. Non. Oui. Sauf que moi, je range tout. Tu vois, mon bureau, là, il y a tout rangé. Tu me parles de n'importe quel dossier, j'ouvre le tiroir, je le sors, j'ouvre et je te dis, voilà ce qui fait que j'ai mis au pause. Parce que, tu parlais de Dana White tout à l'heure, il a dit un jour, ça fait 10 ans, tous les jours de ma vie, mon travail est de défendre ce que j'ai écrit. Son travail, l'essentiel de son boulot, mais même plus travailler, c'est de protéger ses intérêts. Et donc, du coup, la machine judiciaire de l'UFC essuie des procès 24/24. Parce que c'est le principe même d'une grosse boîte. Cite-moi la boîte que tu veux. Tu t'appelles, je sais pas moi, Gucci, ou ce que tu veux. Tu dois
à voir des avocats qui sont abonnés à toi, enfin avec lesquels tu as une veille juridique et qui vont en procès tous les jours pour des gens qui fabriquent des fausses marques, c'est le principe même. Est-ce que tu vas dire, oh mais le boss de Gucci, c'est abusé quand même, hein? L'année dernière, 12 procès pour des contrefaçons. Cette année, des procès encore, mais il abuse avec des procès. Non, il va les faire jusqu'à ce qu'il ait la paix et qu'on puisse lui laisser ce qui est de droit. Et puis, est-ce que pour toi, le métier que tu fais, de toute façon, est-ce que c'est possible d'être populaire? Oui, un peu, ouais. Je pense que c'est possible. Enfin, je pense que les managers, le métier que je faisais, on va dire, le management, et puis le métier que je fais aujourd'hui, le matchmaker ou bien le coach, oui, je pense qu'il y a des coachs que vous connaissez. Si je dis Eugène Berman, tu le connais. Populaire dans le sens aimé de tous. Finalement, okay. C'est le métier qui fait que... Non. Non. Ce sont des métiers qui t'exposent et donc qui font que tu peux être très aimé, mais très détesté. C'est polarisant. Parce que ce sont des méthodes que tu appliques. Si tu es entraîneur, tu as des méthodes et tu as ta manière de faire les choses. Tu as des affinités. Tu as aimé des coachs parce qu'ils te parlent, parce que tu te dis, moi j'aime bien ce qu'il fait, le coach de Georges Saint-Pierre, j'aime bien comment il parle, j'aime bien son intonation, son calme, ça me plaît. Et puis tu vas dire, j'aime pas comment il parle, Fernand Lopez, tu vois. Il coach peut-être bien, mais comme ça, là, naturellement, le son de sa voix, quand il dit à William Gomis, il est capital que tu mettes des uppercuts. Le gars, il se dit, moi, j'aime pas, tu vois. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont kiffer. Il y a des gens qui m'écrivent un peu, qui me disent, j'adore t'entendre parler, c'est phénoménal, tu vois. Il y a des... Non, mais c'est la vérité. Moi, il y a des gens qui... Ma femme trouve que j'ai une belle voix. C'est très bien, tu vois ce que je veux dire, mais c'est polarisant. Et il faut t'attendre à ça. Que la clé du métier, c'est t'attendre à pouvoir ignorer complètement les avis extérieurs, à part si tu les trouves intelligents et bien pour le développement. Mais voilà, il faut être capable d'ignorer parce que plus tu montes, plus tu es connu, plus tu vas avoir énormément de personnes qui aiment ce que tu fais, ce que tu dis, et puis des personnes qui vont détester ce que tu fais et ce que tu dis. Attaquons le volet Cyril Gane. Est-ce que le meilleur est à venir toujours pour Cyril? Absolument. T'en es convaincu à 200%? Oui, à 200%. Parce que je te dis encore, je pense que c'est un jeune qui a des très grosses capacités. Et la différence entre un bon combattant et un très bon combattant, elle est des fois énorme. En gros, il y a des athlètes qui arrivent au niveau de Cyril et qui ont déjà fait 90-95% de leur parcours. Les 10 derniers pourcents ressemblent à un effort de quasiment 50%, alors que c'est 10%. Parce que ce sont les derniers petits détails. Les derniers petits détails qui ont fait une grosse différence. Will Smith qui disait qu'il avait une conversation avec son fils, où il avait des moyens dans l'école de B, et il avait un gars qui avait des B chroniques. Et il lui dit un jour, son fils lui dit, papa, tu sais, si je voulais, je peux avoir un A, je ne suis pas loin du A. Et il lui dit, crois-moi mon fils, tu es très loin d'avoir un A, c'est très dur d'avoir un A. Et il lui dit, mais non, je ne suis pas loin. Il lui dit, la différence entre un B et un A, c'est énorme par rapport à la différence entre un C et un B. En gros, tu as toute la marge là que tu fais, et quand tu arrives sur le sommet du sommet, vous l'avez vu avec Spivak. C'est ça la différence. C'est que Spivak a un C, Cyril un B, John Jones A. Et vous avez Spivak qui
s'est dit, je suis bon là, je soumets tout le monde, je fais des trucs, je suis bien, j'ai un bon judogo. Ce mec, il est faible, quoi. Il n'est pas bon au sol, il n'est pas bon en lutte, il a moyen que je le mette bien. Et il arrive, il voit le gap, c'est énorme. Il s'est dit, mais c'est pas possible que le mec, il voit tout, il m'allume, il bouge, il se frôle, il prend mon dos, enfin, c'est compliqué pour lui. Et là, on s'est dit, mais en fait, il est nul, puisque en principe, sur le principe, on donne la note de nul à Cyril. Et il va reprendre un autre mec qui est Tibora, qui est ceinture noire depuis 2011, qui est super fort au sol, il le soumet en 1 minute 40 secondes. Voilà le gap qu'il y a entre le niveau haut et le niveau très haut. Et Cyril, il a encore, pendant tout ce temps-là qui s'est passé entre le combat de Jones et aujourd'hui, il a encore bossé, il a complété la moitié du chemin qu'il lui faut pour le A. Et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Et donc là, il a rattrapé ce qui lui manquait finalement pour se mesurer, enfin pas pour se mesurer, mais pour l'emporter face au top. Je pense. Je pense vraiment. Le mindset change. Et à partir du moment où tu as un gars qui le verbalise, la plupart des gars ont du mal à le verbaliser. Quand tu as un mec qui te le verbalise, donc je lui ai ramené récemment un sparring solide, dangereux, même on va dire physiquement. Et donc, il me sent un peu stressé en début de juillet et tout. Et il m'a rigolé. J'ai dit, mais non, sois sérieux, je te connais, tu vas être détente et tout, machin. Je veux pas que tu prennes un mauvais coup, c'est pas le moment de se péter le nez là tout de suite et tout, parce que le mec il tape hyper fort et il est brutal. Et donc il me dit non, Loki, c'est bon. C'est pas, il y a eu avant Jones, après Jones, c'est bon. Je suis dedans, méchant, t'inquiète pas, je suis dedans. Voilà, je pense que ces petits détails-là, c'est ces petits ajustements-là, petit à petit, qui vont construire quelque chose de bien et on va voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a encore tout un avenir et surtout, comme je t'ai dit, il est dans les petits papiers de l'UFC. Il y a il y a une petite minorité qui aime bien dire non, il ne faut pas qu'il refasse la ceinture, il a déjà eu trop de chance et tout. La réalité, c'est que la majorité a envie d'avoir un Français qui est la ceinture et je pense que ce Thomas final, ça va se faire. Ah bah, c'est ce que tout le monde souhaite. C'est ce que tout le monde souhaite. Et Fernand, te concernant, est-ce que tu penses aussi que le meilleur est à venir ou que le prime de Fernand Lopez est passé ? Je pense que le meilleur est à venir. Je pense qu'il y a des choses que je ne ferai plus. Parce que le prime, ça dépend de ce que tu penses être le prime. Mais il y a des choses sur lesquelles c'est plutôt, je vais vers quelque chose d'évolutif. Mais je pense que le meilleur à venir. Et tu iras vers quoi, tu penses ? Vers quoi j'ai beaucoup d'énergie que je mets sur ce que je fais comme métier. Je suis très concentré dessus parce que, comme je t'ai dit, hein, j'ai quand même des billes dans la Newco. Et ces billes-là, il faut qu'elles produisent. Donc, du coup, je suis très concentré sur ce que je fais sur l'entraînement. Je passais à l'époque 2 jours très concentrés à la salle, le lundi et le jeudi, qui étaient des grosses journées. Aujourd'hui, j'y passe 4 jours, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à la salle. Et le reste du temps, je suis sur mon ordi. Je suis très concentré sur cette performance sportive, à mettre toute la logistique qu'il faut pour que ça marche. J'ai fait une collab là avec Human Fab. C'est une grosse boîte de performance sportive sur les Champs-Élysées qui s'occupe de certains athlètes des Jeux Olympiques et qui font une batterie de tests 360 degrés pour capter pour avoir tous les éléments nécessaires sur l'état de santé de les articulations physiologiques, physiques et tout de nos meilleurs athlètes, de façon à ce qu'on puisse prédire et qu'on puisse du coup adapter la préparation physique, qu'on puisse adapter la prophylaxie, qu'on puisse les mettre dans un état d'entraînement meilleur. Et donc on a commencé à collaborer ensemble. On fait tout ce qu'il faut pour améliorer les choses de Factory. On a monté les équipes qui étaient là pour leur donner un peu plus de valeur à nos entraîneurs.
les former pour la performance. Et puis sur le matchmaking, on est concentré à garder le boulevard qui nous sépare de nos concurrents. Donc je suis concentré dessus. Et puis à côté de ça, j'ai quelques projets que je préfère garder cachés parce que c'est mieux comme ça. On vit mieux quand on laisse croire aux gens qu'on est mourant. Et toute dernière question pour terminer, parce que pour moi, Prime Fernand, c'était 2021. L'année 2021 où sportivement il y a tout, il y a le renouveau d'Arès aussi, enfin renaissance d'Arès aussi, et là c'est vrai que tu vas aller dans des choses différentes. Est-ce que tu aurais, là si c'était à refaire, tu vois, sur cette période-là, 2021 jusqu'à maintenant, fait des choses différentes où tu te dis tout est arrivé parce que ça devait arriver? Bon non, j'ai des choses que j'aurais faites différemment. J'ai des choses, par exemple, donner les détails et me plaindre sur des athlètes, c'est une perte de temps terrible. Parce que la population n'est pas prête à écouter ce que tu dis en fait d'un athlète. Donc, aucun intérêt. En gros, à l'époque, dans l'optique aussi de vendre le combat Cyril Francis, j'ai laissé donner des émotions et des ressentis de ce que j'avais et certaines vérités qui n'étaient pas nécessaires. Alors, le public, en gros, c'est tu viens tuer une icône. De manière générale, ce que tu racontes sur l'icône n'a aucun intérêt. C'est qu'on s'en branle. Grosso modo, j'ai une vision de, je sais pas moi, de Stallone, je kiffe Stallone et tu me détruis mon mythe en fait. Tu me dis Stallone, il a tel défaut. Moi, je m'en fous en fait. C'est Stallone, tu vois. Et il faut voir ça comme ça. Et puis au-delà de ça, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, entre ce moment-là, et c'est pour ça que j'aime en fait ce que l'école de la vie t'apporte, entre ce moment-là et aujourd'hui, je pense que j'ai eu 4 ou 5 athlètes qui ont été même pires que lui. Mais je n'en parlerai jamais. J'ai eu 4 ou 5 athlètes qui sont vraiment... Ouais, mais ça n'a aucun intérêt. Ça reste de l'ordre privé, c'est fait, ça me concerne. On passe à autre chose. Donc ça, j'aurais dû faire ça différemment. Je pense vraiment que parler d'un de mes athlètes, si c'est en positif, n'a aucun intérêt. Parce que les gens ne sont pas prêts à comprendre. Les gens ne captent pas ce que tu essaies de dire. Tu es inaudible, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça c'est l'une des choses que je ferais différemment. Après, le reste, je ne sais pas. Sportivement, j'ai toujours été dans le collégial. Ça ne se voit pas, mais je suis l'un des coachs qui partage le plus et qui sollicite le plus d'aide extérieure par rapport à mes athlètes. Donc ça, je ne reviens même pas dessus parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui disent qu'ils ne savent pas et qui disent oui, ils veulent tout faire. Il a voulu faire tout, c'est pour ça que non, c'est n'importe quoi. C'est juste qu'ils ne sont pas contents que ce soit pas eux qui soient à la place de celui que j'ai sollicité pour le faire. Donc là-dessus, j'ai pas de souci, j'ai pas de sujet. Je pense que je fais bien. J'essaie de faire au mieux de ce que j'ai comme compétence et comme capacité. Pas compétence de moi, mais compétence en ma capacité à recruter et à ramener des experts de ce que j'ai comme connaissance d'expertise. Je suis très ouvert à ça et le but ultime, je suis très concentré sur la performance. Très concentré sur ce qu'il faut faire pour que ça performe. Et je suis prêt à tout pour que ça performe, aller chercher le bon gars qu'il faut pour que ça performe. Ouais, je sais pas. Pourquoi tu vois autre chose que j'aurais pu faire différent? Non, moi, faut que ça vienne de toi. Non, moi je sais pas, je me dis... je suis en train de réfléchir. Bah, après, c'est plus un truc global où c'est vrai qu'il y a eu un moment, t'étais peut-être plus gros que le sport. Parce que là, quand on voit, je pense que les gens peuvent le voir sur les photos, là, le Hall of Fame des coachs en France, en vrai, quand on voit ça, se dire... le petit Fernand Lopez qui est avec que des... Enfin, Arsène Wenger, Mouratoglou et Claude Onesta, coach de rugby.
C'est Guinoves. Guinoves. Ah, on se dit, c'est quand même des pointures de chez pointure. Et toi, tu étais avec eux. Alors que, je pense que 2 ans avant, personne n'aurait imaginé ça. Tu vois, et donc peut-être qu'il y a eu soit un décalage entre ce que tu représentais par rapport au sport, par rapport en France, ou tu vois, peut-être qu'il y a eu quelque chose avec ça, non? Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Non, c'est pas toi qui l'as fait. C'est-à-dire que cette réunion, c'est une émission qu'on appelle professionnelle chez Canal+. Et je suis invité. S'ils pensent à moi, c'est qu'ils pensent que je suis la figure qui représente le coaching, le sport. Et je pense que chacun de ces coachs, d'ailleurs, on rigolait sur le plateau, chacun de ces coachs, dans sa dimension et dans sa niche, est beaucoup controversé en général. C'est que les méthodes, elles sont compliquées parce que comme tu es une locomotive et que tu es précurseur, ça tape fort dessus. Donc c'est un peu normal. Moi, à Togo, on en parlait juste après l'émission. Avant le sport, avant l'émission, on parlait avec Arsène Wenger. On parlait un peu de ça, des milieux dans lesquels on vit. C'est quelque chose d'un peu incontournable en général. Voilà, donc moi, je ne pense pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, en gros, pour ne pas me compliquer la vie? J'aurais dû éviter des invitations de toi qui m'appelles pour faire le Energy. J'aurais dû esquiver des invitations de Canal qui m'appellent pour faire une émission où on parle des grands coachs. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Non, je ne pense pas. Je pense juste qu'il faut s'apprêter à se dire que quoi qu'on fasse dans la vie, on ne fera jamais l'unanimité. Si tu te mets ça en tête et que tu es d'accord avec ça, ça va. On ne peut pas faire l'unanimité. Aussi bon que tu penses être, aussi moyen que tu penses être, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ta version. Tu dis que pour soigner le Covid, il faut prendre la quinine. Il y a un professeur à côté, et puis on parle de la science. La science, ça veut dire, ce sont des faits, c'est calculé. Et il y a un professeur à côté qui dit c'est n'importe quoi. La quinine, non. Oui, pour ça, oui. Mais tu as aussi ce côté, je pense, sportif. Parce qu'il y a un monde, et je ne sais pas si ça t'y repense. Donc là, il y a le poster que vous ne voyez pas, qui est ici Francis Cyril et Francis John Jones. Et Cyril John Jones. Est-ce que le monde où Cyril gagne ces 2 combats-là, je pense que le monde où Cyril gagne ces 2 combats-là, ta vie aujourd'hui, à mon avis, est différente aussi. Absolument. C'est pour ça que je dis, la vie est comme John Jones. C'est le côté casualité, en fait. C'est comme, je m'imagine souvent que nous sommes des boules et la vie nous joue comme du flipper, quoi. Ça tape dessus et la boule monte, et en fonction où ça va rebondir, boum, le ricochet peut t'amener positif à mort ou négatif à mort. J'ai fait une interview avant le combat de John Jones. C'est un documentaire, c'est même pas une interview, qui sortira bientôt. Et en gros, on parle de ça. Le mec me demande, là, demain, vous allez affronter John Jones. Est-ce qu'il y a un monde où tu imagines que vous allez perdre, où vous pouvez perdre? Et je lui dis, oui. Et il y a un monde où on pourrait perdre demain. Et il me dit, est-ce que vous en parlez entre vous? Je dis non. On n'en parle pas parce qu'on ne veut pas attirer l'œil, quoi, comme on dit. Mais je suis sûr que Cyril y pense, dans un petit coin de sa tête, il est possible que je perde. Ce sont des fous qui ne pensent pas à ça. Ils disent, je vais positiver, je vais rester positif, je ne peux pas perdre. Et puis dans un de mes coins, et je lui dis, les conséquences sont monstrueuses. Demain, si ça se passe comme on a prévu, on gagne le combat de John Jones, on est assis au Panthéon, au calme. On est assis sur le toit du monde. Demain, je perds le combat contre John Jones, je suis piétiné comme un malpropre. C'est que, là, on est en train de parler, là, je dis là, tu vois là, 24 heures d'aujourd'hui, mon destin va basculer dans un cauchemar incroyable ou dans un rêve incroyable. Aussi simple que ça. Et je m'appelle avec Benjamin, quand on perd le combat contre John Jones,
On sort de la cage. On commence à marcher vers le couloir des journalistes. C'est dans la vie, c'est comme quand on dit que tu es endeuillé et pendant qu'on vient t'annoncer le deuil, tu penses que tu es déjà endeuillé, tu n'es pas encore endeuillé. C'est au moment où tu vas voir ta personne être enterrée que tu commences peut-être à couler les premiers larmes. Certaines personnes, c'est même après coup. Ben moi, je me rends compte qu'on a perdu et qu'on a vraiment perdu quand on se met à marcher dans le couloir et que Cyril, on nous stoppe pour la première interview. Je me tourne vers Benjamin, je mets les mains sur la tête, je lui dis, on va le crucifier, le petit. Il va être crucifié. Il n'est pas prêt. J'ai les larmes aux yeux, je me dis, putain, il ne va pas survivre. Il va être crucifié. Bon, moi, je sais que je suis mort. C'est que moi, je suis mort en guerre. Je sais, mais moi, je suis toujours mort. De toute façon, moi, j'ai toujours été mort. Moi, le journaliste, il est le premier qui prend. Le coach, il est le premier qui prend. Mais j'étais comment te dire, j'étais terrifié par ce qui allait arriver à Cyril. Parce que, comme tu dis, toutes les méthodes qu'on a souvent faites, ce truc détente, ce truc entraînement très très dur, mais avec détente et tout, PlayStation, amusement, machin, on l'a fait normalement comme on le faisait d'habitude. Et sauf que, comme l'exposition était plus forte que jamais, les spectateurs ont eu beaucoup une préparation qui était en quelqu'un qui danse, quelqu'un qui joue, que quelqu'un qui s'entraîne, alors qu'on s'est buté. L'assurance, la connaissance qu'il avait en approchant ce combat, c'était quelque chose. Mais voilà. Et là, tu te dis, oh putain, il est mort. Mais voilà, tu peux rien faire. C'est comme ça la destinée. Et je pense juste qu'il faut savoir être un acharné de la volonté d'avoir la ceinture et d'aller chercher la performance de manière chronique. T'échoues, tu recommences, tu vas chercher. T'échoues, tu recommences, tu vas chercher. Et pour le moment, on est encore dedans. Il a encore beaucoup d'appétit. Il a encore très faim. Bien sûr, il est lucide. On est très lucide. Quand on va sur le projet du cinéma, par exemple, on sait très bien ce qu'on fait. Pendant que le spectateur va nous en vouloir, et ça c'est normal, tu as un athlète que tu kiffes, tu veux le voir en action, tu veux qu'il combatte tous les 2 jours. Pendant ce temps, ceux qui organisent même l'événement, c'est-à-dire Hunter Campbell, Dana White, Mick Ménage, sont archi OK en mode... c'est eux limite qui s'excusent en disant désolé de vous embêter les gars. Je sais qu'on vous avait promis qu'entre le mois d'avril et le mois de juin, on vous laisse tranquille, mais on a une offre pour vous. On tente notre chance, on ne sait jamais. Et donc on a Thomas Spinal pour vous, pour la ceinture, le 26 juillet. Et là, ma réponse, elle est simple. Ma réponse, elle est simple. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. Je crois que j'ai écrit un truc comme fuck. Il a le message. Alors, tu peux le lire. Hein. Alors, Cyril Tom, le 27 juillet, la réponse de Fernand, donc à Mick Ménard. Jesus Christ, head qui explose. Et mon ami, t'es en train de me tuer par rapport à ça. Ouais. Ah oui. En gros, on a demandé Tom tellement de fois. Donc, quand l'UFC nous dit on ne va pas passer le mois de mars sans avoir un combat, ensuite il y a une extension, ils disent avril. Avril, UFC 300, vous allez combattre. Et donc, on a prévu Pablo. Pablo dit non, il ne peut pas, il n'est pas chaud. Et donc, on demande Tom. Et Tom, lui, il est convaincu qu'il va affronter John Jones. Donc, lui, il tire des 4 freins, il dit, Cyril, non, c'est John Jones que je veux. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il veut tomber vers l'avant. Nous, au moment où il nous demandait, nous, on voulait tomber vers l'avant. John Jones, lui, il voulait tomber vers nous. Aujourd'hui, c'est lui qui est devant, on veut tomber vers lui. Et lui, il ne veut pas, il regarde l'avant. Normal. Et donc, j'ai Mick qui m'écrit, donc, qui m'envoie le message en disant, on a décidé, on veut faire Tom, machin, et je lui dis, Jesus Christ, tu me tues, parce que je vous ai persécuté en vous disant, les délais de Netflix vont commencer bientôt.
Et là, j'ai un tel qui m'appelle, qui me dit, est-ce que je peux avoir le contact de la production de chevaux? Je lui dis, ça va coûter des millions pour déplacer le film. Il y a des millions en jeu. Le tournage a commencé depuis 14 jours. Il y a des millions. Et il dit, je dîne ce soir avec le boss de Netflix Monde pour parler de ça. Il voulait absolument ce combat. Wow. Et donc, du coup, il va négocier. Je vais lui donner le numéro de téléphone du boss de la production qui fait le film et tout. Raphaël, il va l'appeler. Il va dire à Raphaël, qu'est-ce que je peux faire pour décaler votre tournage? Je le décale juste et puis on fait le combat. C'est pour te dire que même eux savent qu'ils ont déconné et qu'on n'attendait que ça et qu'on cherchait que ça. Mais quand tu as signé un document ils pouvaient pas. Où il y a une production qui a déjà engagé des millions, où il y a 400 personnes qui viennent pour un tournage, tu ne peux pas décaler ce genre de décision. Le gars qui a un petit podcast et qui dit gentiment, bon, Cyril, il casse les bonbons, il a choisi le cinéma au MMA, il n'a aucune idée, il ne peut même pas encore organiser. Lui, là, le mec qui parle au podcast, il n'a même pas encore réussi à organiser un anniversaire pour un enfant chez lui un jour. Mais il n'a même pas réussi à organiser un rendez-vous d'affaires. Mais il s'est dit que pour moi, c'est facile de dire à Netflix, bon les gars, nous c'est UFC, hein, nous on vous dit fermez les boutiques, remballez vos appareils, on sort de Marseille, on arrête tout ce qu'on est venu faire à Marseille, avec tout ce qu'il y a eu comme déplacement et tout. On a demandé express une salle de sport dans la grande villa de Cyril. Tout un basement sur une salle de sport pour pouvoir s'entraîner tout le temps. On a descendu des sparring pour ça, pour qu'ils puissent faire ça et maintenir la forme. Tu crois que c'est facile de faire ça et stopper la machine? Non. Donc, même l'UFC comprend et je te dis, je te donne la réponse de Hunter qui dit ne t'en fais pas, buddy, on est ensemble et tout. Tu sais comment je vous aime, il n'y a aucun souci. On a essayé, tant pis. Le boss de Netflix, c'était chaud, mais la production, ils ne peuvent pas parce qu'ils demandent qu'on les compense beaucoup et on n'a pas l'argent pour ça. Et c'est très clair. Mais si tu veux, c'est comme ça. On est un peu dans un truc où c'est difficile à expliquer tout ça tout le temps. Ça veut dire qu'en gros, si tu dois donner les détails de tout ça tout le temps, tu ne fais plus rien. Donc, oui, je pense juste que ce sont des décisions qui... Il faut que voilà, il faudrait, ça aurait été bien que le spectateur ou celui qui est loin, d'ailleurs c'est ce que je te dis souvent, quand on discute en privé et que tu me dis, oui, mais l'UFC devrait faire ci ou ça. Et je te dis, mais imagine si c'est toi. Mets-toi toujours à la place de l'autre et tu te dis, imagine, moi j'ai embauché telle personne, je veux qu'elle fasse ça et elle me demande ça, mais moi c'est complexe en fait. Si la personne ne s'est jamais mise à cette situation, elle est facile de juger quelqu'un qui va faire les titres. On a eu la chance au Management Factory d'avoir déjà fait 4 fois les titres. On commence à avoir l'expérience. Oui, mais maintenant on veut le dispute aussi. Absolument. Normalement, on n'est pas loin. Enfin, je veux dire, si vous voyez le jeu d'échecs qui se passe en ce moment, vous comprenez qu'on n'est pas loin. Oui. Quelque chose va se passer et il y a de la place qui se libère pour l'Undisputed. Il y a ça qui arrive très, très rapidement. Oui. Donc, il faut juste s'asseoir, serrer la ceinture et patienter. Cyril, il fait son job de s'entraîner comme un malade. Nous, le staff, on fait le job de l'accompagner dans son staff. Les différents partenaires qu'on a, notamment, je te parlais de Tel Capital, sont en train de faire l'effort qu'il faut pour pouvoir mettre tout le temps à disposition des moyens pour qu'on développe et qu'on améliore les systèmes d'entraînement des athlètes. Tout va dans la bonne voie. Et puis tu me demandes le futur. Le futur, c'est surtout qu'il y a énormément de pépites. Ces pépites, ces jeunes-là que tu vois aujourd'hui qui gagnent des gros combats ou qui perdent même des gros combats. Je parle par exemple d'un petit jeune comme Vlad qui a perdu contre un gars qui est aussi jeune, hein, mais qui devient vétéran du circuit, Virgil Hogan.
Tu t'imagines bien que c'est de l'avenir. C'est que quand le gars n'a que 3 combats et qu'il fait une ceinture avec une telle pression, un tel public et qui réussit à survivre et qui... Tu sais que quand il revient de là, il a une formation de 10 ans dans la tronche et qu'il il va monter. On sait faire ça. On parlait d'Abdul. Je t'aurais posé la question, pourquoi tu ne fais pas d'interview d'Abdul avant qu'il n'arrive sur Ares? Tu m'aurais dit, Fernand, ça a fait un bide, je ne peux pas. Je vais l'interviewer, mais ça a fait un bide. Et dès qu'on l'a passé sur Ares, bah, tu t'es pressé de l'inviter, de faire des trucs, parce qu'on l'a mis bankable. Non, c'est que si, il y avait une nouvelle, c'était une nouvelle narration, une nouvelle étape dans sa carrière. Parce qu'avant, c'était le Brave et il n'y avait pas... Enfin, on l'a fait une fois, bon, bah voilà, il n'y a plus... Donc tu dis la même chose de ce que je dis. Oui, le oui. Brave, qui est une très bonne organisation, n'a pas réussi à le hyper tel qu'on l'a hypé sur Ares. Oui. Bah oui. Non, mais c'est Non, vrai. c'est vrai. On revient 2 ans en arrière et demande Baki. Oui, non, c'est vrai. Je te demande Baki, tu me dis de quoi tu parles. Voilà, on sait construire ça, on sait monter, on sait hyper les gars, on sait construire ça. Et bien sûr, attention, je ne retire rien à la performance de ces mecs, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont de très bons combattants. Mais ce que je dis, c'est qu'étant très bons combattants sur le PFL aujourd'hui, Abdul, tu l'entends moins que sur Ares. Oui, parce qu'il n'y a pas ces chocs franco-français. Voilà, Aussi. on sait hyper. Voilà. Tu prends Baki, bah, tu l'entendais, tu vois. Et pourtant, il y a eu à un moment donné Axel Sola. Axel Sola, tu l'as connu, il a tout gagné, meilleur athlète des IMAF. Bref. Mais tu ne savais même pas c'est qui Axel Sola. Bon, tu savais parce que tu étais au Bahreïn, Non, mais tu pour allais les découvrir. gens, oui. Mais pour le grand, on ne savait pas. On sait faire ça. Donc, si on a su le faire, on saura le faire. Ne vous concentrez pas sur la mangue, concentrez-vous sur le manguier. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Fernand. Yes, sir.